Salut l'équipe, bienvenue au cœur du jeu. Donc aujourd'hui, on a le 10e épisode de notre podcast avec Claude Hervé Diès. Avant de commencer, laissez un like, abonnez-vous et activez les notifications. Claude est le fondateur du média Québéfoot, média qui a pour mission de promouvoir le soccer amateur et semi-professionnel québécois. Donc bien évidemment, c'est pas comme ça qu'il s'est lancé dans le monde du foot. Il a commencé en tant que joueur et éducateur, deux fonctions qu'il occupe toujours aujourd'hui. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on se penche sur la manière dont il jongle avec ses trois casquettes, sur la relation que les médias mainstream ont avec le soccer amateur québécois. Et on termine l'épisode avec l'argument qui fait que, selon Claude, Iniesta est un meilleur joueur que Zidane. Bienvenue au cœur du jeu. Claude, bienvenue au cœur du jeu. Merci beaucoup pour l'invitation, John. Merci de l'avoir accepté. Je voulais commencer avec un point. Je ne voulais pas t'en parler avant qu'on commence à filmer. Je tenais à ce que ça soit dit en public parce que je pense que ça peut être une leçon aussi pour d'autres personnes. Tu n'es probablement pas au courant, mais le podcast n'existerait pas sans toi. J'ai toujours été passionné de foot, donc j'ai toujours voulu être un grand joueur, gagner la Coupe du Monde, tous ces trucs-là. Mais ça a toujours aussi traîné dans un coin de ma tête le côté média, le côté avoir des discussions parce que une de mes parties préférées en tant que joueur, c'est les conversations qu'on a dans le vestiaire après les matchs, après les entraînements, etc. Et il y avait pendant longtemps un peu de complexe, de peur de se mettre devant la caméra, de parler, tout ça. Et ça fait des années qu'on se connaît de loin, on s'est croisés un peu sur les terrains, un peu sur les réseaux. Et de voir toi te lancer de ton côté, ça a été pour moi une inspiration de me dire, il y a des gens à Québec, au Québec, qui osent le faire, donc pourquoi pas moi? Il a fallu un peu plus de travail derrière, mais aujourd'hui, on en est là. Et tu es en partie responsable de ça, donc merci pour ça. Je voulais commencer en te jetant un peu des fleurs. Je voulais que ça soit fait en direct live. J'apprécie. Et en plus, ton truc, il roule, ça va vraiment bien. C'est vraiment dans le style, le vestiaire. Vraiment, les gens, ils se laissent aller. C'est un style qui te va bien. Merci. Est-ce que tu peux commencer déjà par te présenter, dire ce que tu fais aujourd'hui, qui t'es, et puis voilà. On va commencer par là. Donc, moi, c'est Claude Hervé Diès. Né en France, mais québécois. Arrivé au Québec à 7 ans, 6-7 ans. Et je suis éducateur au club du Celtic sur Richelieu, sur la Rive-Sud. Je suis aussi D'accord. joueur PLSQ, semi-professionnel. Puis, comme tu l'as dit, j'ai mon média Québéfoot que j'ai commencé durant l'été 2020, un peu pour donner l'actualité du soccer à Québec, parce que comme je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de journaux ou quoi que ce soit qui parlaient du soccer amateur, sachant qu'on a juste un club professionnel, le CF Montréal. Donc, je voulais un peu mettre la lumière sur ce qui se passait comme dans le foot amateur. Puis, c'est ça, donc je partage ma vie entre trois réseaux, que ce soit le côté médiatique, le côté éducateur et le côté joueur de foot. Et OK. avec les émissions comme Téléfoot, que tu as sûrement dû écouter, les émissions de vestiaire, tout ça, c'est vraiment ma passion en dehors de gagner la Coupe du Monde, Ouais. comme tu l'as dit. Puis, j'ai vu ça et je me suis dit, je voudrais tellement être des fois ce Thierry Gilardi je voulais tellement être partout que je savais même plus où est-ce que je devais peut-être me placer. Mais avoir une émission qui parle de ça, mais au Québec. Ouais. OK. Si on commence sur le côté médiatique, parce que tu dis que tu as commencé en 2020, et là, quand je te jetais tes fleurs, moi, ce que j'avais en tête, justement, c'est que je ne me rappelle pas du réseau que tu avais lancé, mais je me rappelle avoir vu des années avant, tu lançais des discussions. Je pense qu'une fois même, il y avait ton père qui était venu, ou tu étais avec tes frères ou des amis, et puis vous aviez des débats et tout. Quand est-ce que tu as commencé? Quand est-ce que tu t'es lancé dans OK, les alors médias? ça, c'était le premier jet d'eau qui était KBS Network. C'était avec OK. mon ami qui était un burger qui s'appelle William Emile. Et lui aussi, il avait des idées de vouloir faire un genre d'aider les gens qui veulent se lancer, que ce soit dans la musique ou quoi que ce soit. Donc, moi, je lui ai dit, moi, je veux faire, tu as tout l'équipement. Donc, en 2019 ou 2018, là, je pense que c'est un an avant, donc 2019, on a commencé à se dire, OK, dans le bar-là, on pourrait mettre les chaises comme ça. Est-ce qu'on a une caméra? Oui, on en a deux, on les met comme ça. OK, alors moi, je voudrais avoir des gens sur mon plateau, comme sur Téléfoot et tout ça. Ouais. Donc, on a commencé à donner des sujets. Au début, c'était souvent sur l'Europe parce que je pense que le CF Montréal, à ce moment-là, c'était la fin de saison, quoi que ce soit. Donc, on a invité des gens. Et quand c'était la Coupe d'Afrique qui allait s'en aller, on a invité les Africains que je connaissais le plus par rapport à
ce foot qui nous fait vivre en Afrique. Donc, mon Mhm. père est venu. Et moi, j'étais du côté qui pose des questions et tout, qui fait essayer de mettre un peu l'ambiance. Et c'est comme ça que ça a commencé. Puis ensuite, il y a eu la COVID. Donc, n'étant plus au barbeur et tout ça, je me suis dit, OK, il faut que je fasse une émission un peu plus reliée qu'au foot. Et donc là, j'ai lancé Québec Foot, mais à la base, ça vient de KBS Network, qui était, comme tu dis, le G2, là, qui était en OK. 2019, juste avant. Là. Ouais, les OK. premières entrevues sur place. OK, tu avais KBS en brouillon et puis le prop, ça a été Québec Foot. Exact. Québec Foot, c'est quoi la mission? Je te pose la question et je t'oriente un peu parce que tu as dit euh, que ça ne parlait pas beaucoup de foot amateur au Québec et qu'on avait un seul club professionnel. Donc, si on essaye d'expliquer ça, d'expliquer l'environnement qui a permis, l'environnement qui a fait germer cette idée-là dans ta tête à quelqu'un qui n'est pas au Québec, donc qui ne comprend pas la réalité de, par exemple, je suis ici en France. Ici en France, des clubs pro, il y en a partout. Tu as les 20 en Ligue 1, tu as 40 avec les clubs de Ligue 2, tu as 40 clubs sur un territoire qui rentrent 5 fois dans notre province à nous. Donc, ce n'est pas du tout la même réalité. Donc, essaie d'expliquer Et, ça, d'expliquer cette réalité-là à quelqu'un qui ne la connaît pas. ben déjà, notre Québec qui est beaucoup lié au soccer nord-américain des États-Unis, qui est vraiment influencé par ce qui est le réseau universitaire. Mhm, Ben, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le Québec, le meilleur football québécois, c'est d'abord, ben, évidemment, le soccer universitaire, mais aussi après, là, je parle après le CF Montréal qui a mhm. son univers professionnel, Ouais, son ouais. académie. Par la suite, on a ce qu'on appelle la ligue semi-professionnelle, qui est le plus haut niveau amateur ou semi-professionnel, à voir comment les gens le prennent. Et tu as le réseau universitaire. Et ce réseau universitaire, il a quand même donné des ailes à beaucoup de joueurs pour permettre d'avoir des joueurs qui se rendent en USL et maintenant en Mhm, CPL. Et donc, moi, je me disais, OK, oui, on a un très bon niveau. Il y a des joueurs qui, quand ils arrivent au CF Montréal, ils commencent à avoir de la lumière, mais ce réseau universitaire, il est quand même, il accueille beaucoup des fois beaucoup de spectateurs, il accueille beaucoup d'engouement. Et je voulais que des matchs comme ces finales-là ou que ces résultats-là soient mis de l'avant. Donc, l'objectif au début, c'était vraiment OK, il faut qu'on parle un peu plus des résultats de ces championnats-là, comme le réseau universitaire d'abord, et ensuite la PLSQ d'abord, et ensuite le réseau universitaire. Et ensuite, OK. plus le temps avancerait, de mettre le collégial, qui est aussi un niveau qui maintenant, on voit des Zakaria Baos ou des Zachary Roy qui ont réussi de là à passer en CPL. Donc, Mhm, mettre l'œil sur ces niveaux qui étaient très élevés et qui étaient en fait pour moi, à mes yeux, le niveau juste en dessous de l'académie du CF Montréal ou de la réserve. Donc, c'était si tu performais bien là, tu avais une chance d'aller dans ce milieu-là qui était le CF Montréal ou d'aller en CPL. Donc, c'était de mettre l'emphase sur eux, mettre même ensuite, par la suite, avec le temps, on espère mettre l'emphase sur le 3A qui amène au championnat canadien des clubs amateurs. Donc, vraiment de pouvoir donner une vie à ces joueurs-là qui ne sont peut-être pas au CF Montréal, mais qui jouent quand même au plus haut niveau de leur province mhm. et nous donner encore plus envie de jouer. Parce que j'avais un peu peur que la PLSQ, on y aille, on se dise que c'est un championnat de pré-retraite, on y est, et que ça devienne comme un 3A et qu'on y joue parce qu'on a le niveau et puis c'est tout. Moi, je veux que les joueurs ils se disent, OK, jouons en PLSQ, c'est bien, on peut faire des interviews après le match, on peut Hmm. faire ci, mes highlights sont là. Donc, même moi qui y jouais, ben, c'était une façon pour moi de me dire, OK, ben, c'est cool d'y jouer là maintenant, il y a des matchs, il y a ci, c'est télédiffusé, il y a ci, il y a ça. Donc, pour monter l'engouement, c'était vraiment ce qui m'a allumé ma flamme. Et niveau interview et tout ça, c'était aussi au début, ben, vu que je ne savais pas encore comment faire pour que la diffusion des matchs soit faite, ben, d'aller prendre les entraîneurs ou les directeurs techniques de chaque club, essayer de leur parler, de leur faire dire des choses sur leur formation des jeunes et ainsi de suite. Et donc, commencer à ce que même les directeurs techniques se commencent à se dire, ah, mon job, il est cool, Oui. il est même très bien vu par les gens de la communauté et qui ne passe pas inaperçu, en fait. Non, c'est pas bête. Et puis même, tu sais, c'est intéressant ce que tu dis sur mettre la lumière sur ces gens-là parce que ce qu'on oublie souvent, c'est un truc que j'avais entendu Thierry Henry dire il y a des années et des années et ça m'a percuté beaucoup plus tard. Tu sais, il disait que, je pense qu'il parlait à un journaliste et il disait, on dit souvent que le foot, on pense que le foot, c'est les stades, c'est les niveaux pro, c'est l'argent et la gloire et tout ça. Mais le foot, c'est les acteurs, c'est les gens qui sont autour des terrains, c'est les gens qui jouent, les éducateurs. Et le foot commence
quand tu vas sur les terrains en gravier, quand tu vas sur les Exact. terrains sur la cour d'école, tout ça fait partie de la même chose. Et le sommet de ce monde-là, le monde professionnel, ne peut pas exister sans cette base-là, ce monde amateur. Et le fait que tu dises que tu veux mettre la lumière sur ces gens-là, ben, je me dis, en fait, comment dire, ça donne une autre saveur à ce foot-là. Et c'est vrai que même moi, par exemple, qui est de l'extérieur et qui a jamais. Non, c'est pas vrai. J'ai joué en PLSQ, j'ai joué. Avant de venir en France, j'ai fait une moitié de saison en PLSQ. Et juste là, de mon point de vue, je suis québécois, même si je suis parti. De mon point de vue, ça rajoute un cachet de se dire, OK, les matchs sont diffusés, OK, les matchs sont regardés. Après, il y a des entrevues. Tous ces gens-là, il y a le sentiment de fierté qui vient avec. Et il y a aussi le fait que si je fais du bon travail, ce travail-là va être reconnu. Donc, ça rajoute un peu une motivation en plus. Donc, c'est juste une parenthèse pour appuyer encore ton Même point. les Et petits dis-moi, jeunes, dis-moi. là, des fois, des fois, bon, au Celtics, au Richelieu, il y a des petits jeunes, des fois, ils vont te voir, on va jouer avec eux parce qu'on est éducateur. Et des fois, on va leur faire des petites feintes. Ils vont te dire, ouais, oh, mais toi, c'est normal, t'es semi-pro et tout et tout. Hmm, Et là, tu réalises, tu fais, dans le temps, est-ce que quand tu étais petit, même si tu un joueur 3 qui disait ça, tu n'avais pas cette réaction-là. C'était c'est juste, clair. non, toi, tu n'es pas au CF Montréal, donc tu Ouais, n'es pas à ouais, l'Impact. Donc, il n'y avait que ça. Mais là, maintenant, les jeunes, ils se disent, ah, toi, tu es un joueur semi-pro, tu es quelque chose. Et genre, ah bon? Ok, je ne savais pas que j'étais quelque chose, mais hmm, même pour eux, ils voient qu'il y a un certain engouement et ils voient peut-être même un sommet qui est pas impressionnant, mais qui est assez bien. Genre, ils se ouais, disent, genre, OK, ça peut être une pas mal finalité si jamais je vais pas être Ballon exactement. d'Or ou je suis pas Cristiano Ronaldo. Et ça, c'est bien de donner ça aux jeunes. Ouais, c'est clair. Surtout pour les filles, qui voient Hmm. maintenant quelque chose encore d'atteignable. Donc, je te demandais, est-ce que au début de Québec Foot, parce que tu me dis, il y a des entrevues après les matchs, tu démarches les clubs, tu essaies de filmer de diffuser tout ça, de t'imposer un peu comme le média du monde semi-pro amateur au Québec. Tu es tout seul dans cette entreprise-là? Tu es avec qui? Vous êtes combien? Comment fonctionne la machine? Ben justement, on n'est pas assez. Donc, c'est sûr que des fois, j'ai des collaborateurs qui viennent, comme le grand et très connu Freddy Amegavi, qui commente des matchs universitaires. J'ai des joueurs que tu connais, comme Joe Valley, qui vont des fois venir lorsqu'on fait des émissions. Mhm. Mais avec le peu, tu sais, c'est des gens qui viennent quand ils peuvent, quand on organise quelque chose, des événements, et puis ils peuvent se donner ce temps-là. Mais sinon, dans la création, à la base, mon frère, c'était vraiment celui qui était en termes de comment créer ce business plan, comment créer l'entreprise en tant que telle, c'était celui qui m'a le plus aidé. C'était vraiment mon acolyte. Et tout ce que j'écrivais pour essayer de me dire, OK, on va faire ça, ensuite on va faire ça, ben, c'était lui qui était mon confident, celui qui me mettait sur la bonne voie. Donc, c'est Québécois ne serait même pas là sans lui, ça c'est sûr et certain. Puis par la suite, là, avec lui, il a commencé à travailler un peu plus sur ses projets personnels, sa vie professionnelle. Donc là, je me suis plus mis tout seul jusqu'à l'arrivée d'un de mes amis qui vient de France, justement, et qui est venu aussi jouer et coacher au Celtics. Et lui, il a commencé à m'aider dans tout ce qui est infographie. Il s'appelle Brian Picard. Il a commencé à m'aider dans tout ce qui est infographie, tout ce qui est design, penser à comment mettre les choses sur YouTube avec un certain marketing, on va dire. Mhm. Et lui, c'est mon acolyte présentement, c'est mon bras droit avec qui tout ce qu'on fait, tout projet qu'on met sur de l'avant, c'est avec lui. Et là, vu qu'on est deux, on peut un peu plus, parce que mon frère, oui, c'était le business plan, c'était comment on apporte le projet à Soccer Québec, comment on apporte le projet à la PSQ. Et là, maintenant, ben, c'est plus un conseiller. Donc, si on a une question OK. en largeur, on va lui poser. Mais Brian, c'est vraiment celui à qui maintenant, ça fait partie de lui et ses compagnons aussi. Là, il a à cœur aussi. Et donc là, maintenant qu'on est deux, on peut déjà aller dans des sujets, des projets un peu plus réalistes. Parce que moi, avant, je Hmm. voulais aller un peu partout. Je voulais être dans les interviews, je voulais interviewer des gens après les matchs. Si, ça, si, mais tout seul, je ne peux pas être à tous les matchs, je ne peux pas Ouais. faire ci, je ne peux pas faire ça. Est-ce qu'on paye des gens? Avec quel revenu? Ainsi de suite. Donc là, pour l'instant, on a recadré un peu le tir. On a vu qu'il y avait d'autres médias qui ont commencé à faire des interviews, des choses comme ça. Nous, on reprend. S'il y en a qui en font, on les met en story, on les repartage. Hmm. Et pour nous, ça fait comme si, c'est pas comme si on le faisait, mais c'est comme si ça va dans notre projet de donner de l'actualité au soccer québécois. Donc, Ouais. on les utilise pour un peu rediffuser.
Et nous, on se concentre présentement jusqu'à ce qu'on ait des revenus et avoir plus d'employés sur la diffusion du futsal et pour l'année suivante, la PLSQ. Donc, tout ce qu'on fait en ce moment, c'est PLSQ et PLFQ et c'est vraiment se concentrer sur la diffusion. Et par la suite, quand des revenus viendront, là, je vais plus m'asseoir pour commencer à avoir des émissions qui roulent souvent. Maintenant, j'ai fait quelques essais, des choses comme ça, donc je sais comment les faire, je sais comment m'adapter et tout. Mais je mets ça un peu de côté, on va dire, pour le moment, parce que je sais qu'il y en a d'autres qui le font et c'est bien. Et aussi parce que je veux me concentrer sur quelque chose qui est actuellement, je suis le seul à faire, c'est la diffusion de ces matchs-là. Et je veux que ce soit très, très bien fait. Donc, j'ai appris à faire un peu tout, plein de trucs, diffusion, interview, émission, on va dire. Et là, maintenant, je m'encadre plus sur la diffusion et seulement ça pour l'instant, pour 2022 du moins. OK. Et si là, tu peux plug Québec Foot, la diffusion de tous ces matchs-là. Est-ce que tu peux juste me faire une petite liste de tous les championnats que vous diffusez et que vous diffusez et où les retrouver? OK, donc là, il y a la PLFQ. Donc ça, on a commencé par la PLSQ, chronologiquement. OK. PLSQ, on avait d'abord essayé de mettre ça sur un site où est-ce qu'on faisait un lien grâce à mon père, qui est un informaticien. Il nous a créé une plateforme, un nuage streaming qui permet que les gens sur notre site puissent aller voir les matchs. L'idée, c'était de faire un abonnement, ainsi de suite. Mais vu qu'on n'était pas dépendant de nos propres technologies, on était aidé par une compagnie qui s'appelle MSA, qui était un client de la Ligue, qui, eux, voulaient que les matchs soient redistribués aux coachs avec des stats et tout. Donc, nous, on savait qu'ils allaient filmer tous les matchs. Donc, nous, avec eux, on travaillait ensemble pour que nous, eux, pendant qu'ils filment, nous, on aille mettre ça en streaming. Et c'était un peu difficile parce que des fois, il manquait de technologie au niveau des stades. Les stades n'avaient peut-être pas d'électricité ou ils n'avaient pas de… ça peut être n'importe quoi, de trucs Internet. Ou Ouais, par tu exemple, à t'es, tu, Beauport, tu, ils tu t'es avaient… heurté au côté semi-pro du foot, du monde, en fait. Ouais, je Exactement, vois. exactement. Et Ouais. vu que c'est très cher des fois de demander tel ou tel je sais pas, que ce soit l'Internet, que ce soit ci, les clubs n'étaient pas très ouverts à des fois à payer pour mettre ne serait-ce qu'un employé pour nous aider lorsque c'est le match, par exemple, à Beauport, où est-ce qu'il y avait tout, sauf qu'ils étaient dans un sous-sol et donc la connexion 3G ne rentrait pas, des petits détails comme ça. Ouais, je vois. Et donc là, on s'est dit, OK, cette première année de draft, c'est comme ci. Et après, on est allé sur la PLFQ, futsal. On s'est dit, OK, il vaut mieux que ce soit sur YouTube parce que YouTube, juste leur plateforme permet déjà plus de facilité en termes de streaming, de liens, connexion et tout ça. Donc, on est allé là-dessus. Et vu que c'est dans le futsal, c'est à l'intérieur d'un building, on branche des fils et Ouais. l'Internet, c'est encore plus simple. Et maintenant, pour la prochaine année PLSQ, avec la deuxième année PLSQ, avec la première année qu'on a eu comme essai, on sait quel stade à quoi, on sait quel OK. problème on peut avoir. Donc, normalement, la diffusion des matchs devrait se faire beaucoup mieux. On sait qu'il y avait des bugs, on sait qu'il y avait des matchs qu'on devait annuler dans la diffusion. Et là, on est fin prêt pour une année 2 où est-ce qu'il y aura beaucoup plus OK. de réussite et beaucoup moins de bugs ou de matchs OK. Et tout ça sur YouTube. Et là, tout sera sur YouTube. OK. Sur YouTube, où est-ce que ce sera plus facile, plus simple pour tout le monde. OK. Donc là on a touché à ta première casquette. Tout à l'heure, on a dit tous les deux qu'on avait rêvé, étant plus jeune, de gagner la Coupe du Monde. Bon, je pense que ça va être compliqué pour nous deux de gagner la Coupe du Monde sur le terrain. Ça va être compliqué sur le terrain. Mais le Canada, peut-être en termes médiatiques, C'est le vrai, Canada peut nous c'est faire vrai, rêver. c'est clair, c'est clair. Peut-être qu'on va le gagner par association. Mais Exact. si on prend ton parcours de joueur, parce qu'aujourd'hui, tu es à trois casquettes. La plupart des joueurs, quand on commence à jouer, on espère en porter qu'une seule et aller jusqu'au bout avec, mais la vie n'est pas faite ainsi. On en est la preuve. Euh, Mhm. Si tu me fais un peu un petit résumé de ton parcours de foot, comment ton parcours de foot t'a formé pour arriver au point où t'en es aujourd'hui? Si tu me sors les expériences les plus formatrices de ton parcours. OK, j'étais avec le fils à son papa, qui lui voulait être coach aussi. Donc, sur la rive sud, j'ai voyagé de club à l'autre parce que mon père voulait coacher. Donc, j'étais pas nécessairement dans le club de ma ville, qui était Brossard. C'est plus vers U13 que je suis retourné à Brossard. Je suis passé à Longueuil, Saint-Lambert, Griffin Park, Celtic, Saint-Hubert. J'ai vraiment joué à tout. Où est-ce que je considérais que j'avais des amis ou où est-ce que mon père voulait coacher, et ainsi de suite. Donc, j'ai un peu voyagé par rapport à ça. Puis, au niveau après les sélections régionales,
c'est là où est-ce qu'on commence à se dire, OK, il y a l'équipe du Québec, il y a ci, il y a ça, il faut que j'aille dans une équipe qui gagne, pas juste une équipe parce que j'ai des amis. Donc là, je suis allé à Brossard, on est monté je suis allé à Longueuil, on est allé monter dans le 3A, je suis ensuite allé à Brossard. Et le premier, on va dire, blocage, on va dire, le premier échec que j'ai eu, on va dire, c'était en U14, où est-ce que j'ai pas été pris aux équipes du Québec. J'ai été coupé même très tôt, alors que j'étais censé être le genre de joueur qui aurait passé ce genre d'étape-là assez facilement, vu ma carrière en plus jeune. Et là, il y a eu la petite descente au niveau de la confiance, tout ce qui était mental. Sur le coup, je me suis dit, bon, je suis peut-être pas si fort que ça, mais c'était surtout très, très, très mental. Parce qu'il commence à dire, OK, ben lui aux équipes, c'est-à-dire qu'il est plus fort que moi. Lui aux équipes, lui est plus fort que moi. Et mon jeu commençait à dégrader. Il y avait des moments même sur le terrain, je me disais, OK, bah, si lui n'est pas là dans mon équipe, qui est aux équipes du Québec, il fallait Grégory Turfan, la pépite. Bah, lui, s'il n'était pas là, j'avais plus mes moyens. Si il était là, je disais, Après il était vraiment chaud. Il était vraiment chaud. Il était vraiment, vraiment chaud. Mais quand on était plus petit, même lui, il se disait, genre, Claude, qu'est-ce que tu fais? Genre, comment, alors qu'on était toujours mano-mano, et tout d'un coup, même moi, je lui donnais, genre, c'est toi le maître et tout. Et c'est des choses que quand tu es petit, s'il n'y a pas un coach ou du moins des gens qui viennent te rappeler que c'est mental, et je pense que c'est ça le problème qu'on avait dans le temps, il y avait moins d'éducateurs joueurs qui avaient l'âge. On avait beaucoup de papa coach qui n'avaient peut-être pas ce ressenti pour te dire, genre, en ce moment, tu tombes parce qu'il y a ça ou ça dans ta tête ou quoi que ce soit. Donc, c'est des petits trucs qui m'ont fait tomber, quoi que ce soit. Et je pense que c'est après des choses que, quand je changeais de club, le fait que je sois important, mais que je joue dans la même ligue, on me disait, ben, c'est toi qui dois nous faire gagner des matchs. Et là, ah ouais, OK. Donc, ça te remonte encore. Et là, moi, vu que j'étais un fan de football, le vestiaire, j'ai eu la chance de prendre de l'expérience par rapport aux interviews que je voyais. Et je pense que beaucoup de Québécois, toi, je pense pas, mais il y a beaucoup de Québécois qui ne regardaient pas ce genre d'émission française où est-ce qu'il y avait des ressentis de joueurs sur des joueurs tellement forts, mais qui étaient qui étaient dans le trou, mais qui venaient partager leurs trucs. Donc là, tu réalisais, mais attends, c'est peut-être que ça, et ainsi de suite, tu peux apprendre, et ainsi de suite. Et donc, par la suite, il y a eu les équipes du Québec U15, les équipes du Québec U16. C'était des petites affaires que j'ai été pris en U15, je n'ai pas été pris en U16 quand c'était les moments importants, vu que c'est le chemin canadien. Et c'est des petits aspects que tu te dis, OK, si tu ne fais pas ça, est-ce que ça veut dire que tu ne peux plus vivre ton rêve, et ainsi de suite. Donc, chaque fois qu'il y avait un échec, tu tombais dans OK, ben, ce groupe de joueurs a été pris, donc c'est eux qui peuvent continuer de rêver. Et si tu n'as pas quelqu'un, encore une fois, un coach qui croit en toi ou quoi que ce soit, papa et maman, ils n'auront pas assez les mots forts pour pouvoir te convaincre que non, en fait, tu te trompes, c'est celui qui bosse le plus. Et donc, voilà, je suis arrivé à Champlain à un moment donné en 18 et il n'y avait plus d'équipe du Québec. Là, c'était tout le monde. Il fallait que tu sois sélectionné dans ton équipe collégiale. Tu joues avec des joueurs plus vieux. Il faut que tu sois partant. Il faut que tu sois. Et là, la guerre reprenait. J'ai juste une impression que, OK, là, tout le monde est à égalité. Exact. Ce coach-là, il ne sait pas se renseigner sur toutes les équipes du Québec. Oui, il sait que tu es allé là, mais là, aujourd'hui, c'est le terrain qui parle. Et ça m'a remis dans un mode. Et là, je suis retombé dans une montée parce que j'ai réussi à gagner des prix individuels, ainsi de suite, très tôt. Et ce qui m'a donné l'opportunité d'aller aux États-Unis. Okay. Donc là, la confiance, elle montait. Et, t'es allé où aux États-Unis? Je suis allé à Salem, New Hampshire, qui était une division 2. Okay. C'était au New Hampshire, donc proche du Vermont, à 5 heures d'ici en voiture. Division 2 avec des joueurs incroyables. Des joueurs incroyables. Et là, je parle surtout des Européens. Il y avait des Français qui s'appellent Ryan Boukemias, Sofiane Tergou, Enzo Giuliani. C'est des joueurs qui venaient de N2, N3. Et c'est là que j'ai compris que c'est la guerre en France. C'est la guerre. C'est la guerre. Parce que c'était pas des joueurs, c'était des joueurs que s'ils avaient vécu de chez nous, c'était les Zakaria Messoudi de ce monde-là, et encore là, et encore, genre, avec une mentalité que peut-être si Zakaria ils étaient en France, ils auraient peut-être réussi. C'était des Chris Michel, c'était des gars qui puaient le foot, mais en même temps, c'était déjà des coachs joueurs quand ils jouaient. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ils en connaissaient plus que le coach. La vérité, là, c'était eux nos coachs. Et je voyais là que, genre, OK, si un joueur N2, N3 vient au Québec, c'est le meilleur. Quand il vient des joueurs N2, N3 qui venaient aux États-Unis, c'était tout de suite MVP, joueur de l'année, des trucs comme ça, que ce soit Division 1 ou Division 2. Parce que quand on avait ces joueurs-là, on était déjà premier aux États-Unis pendant des mois jusqu'à ce qu'on soit éliminé du tournoi. Parce que pour une pénalty ou quoi que ce soit, donc là, on descendait au truc. On finissait toujours dans le top 10 américain. Et là, on allait jouer l'hiver des équipes Division 1.
Et on savait qu'il ne fallait pas nous jouer parce que nous, on était vraiment une équipe de joueurs que eux, ces joueurs-là, ne pouvaient pas jouer division 1 à cause de détails comme ils ont joué à Real Sociedad, donc ci, donc ça. Donc, ils ne pouvaient pas être division 2. Non, ils Ouais, ne pouvaient pas être division 1. Donc, ils étaient chez nous. Et avec ok. nous, avec des joueurs comme ça, on tapait toutes les équipes D1 qu'on pouvait avoir sur nos routes. C'est Mhm. sûr qu'on ne jouait pas toujours des top 10, mais on jouait des top 50. Et honnêtement, c'était la meilleure équipe dans laquelle j'ai joué. On a joué le CF Montréal à un moment donné en match amical. Je pense que tu y étais, ça se peut. Je sais que c'était le temps de Balou, il y avait Masta, on était au stade olympique, il y avait Yacine. C'est pour ça que je me dis que tu étais toi peut-être en Ah, France déjà. peut-être que c'est l'année après que j'ai quitté. C'est en C'est possible. 2017, genre 2017-2018, Ah, un j'étais truc. plus Non, là. 2017. Ouais, Non, c'est j'étais ça. plus là. Et c'est là que j'ai vu d'ailleurs Balou, 16 ans, qui nous a fait. En tout cas, chaque touche de balle, c'était l'enfer, c'était incroyable. Mais, Mais donc là, j'ai vu que Ryan Boukemia et Sofiane, tout ça, ils sont à un niveau au-dessus. Et finalement, eux, ils ont signé en USL juste après leur saison et ainsi de suite. Et à la fin de mon parcours universitaire, il y a eu quelques essais USL qui n'ont pas été concluants. Euh, toujours, il y a le premier USL, je pense, à Philadelphie, plein de monde qui sont invités, les meilleurs de chaque université, grosse guerre, c'est sur 2 matchs, sur 2 journées, ça n'a pas marché. Et ensuite, c'est là que la confiance, elle se dit, OK, est-ce que des essais comme ça marche vraiment, où il faut des contacts? Donc, je ne suis pas allé au prochain essai qui était en Nord-Caroline, en Caroline du Nord, toujours en USL, juste parce que je me suis dit, la confiance, elle a fait ça déjà. Mais hmm. donc, je me suis dit, est-ce que je vais aller jusqu'à Nord-Amérique, Carolina, avec de l'argent à payer pour tout ça? J'ai pas pris confiance en moi. J'aurais peut-être dû le faire, je sais pas. Finalement, je ne l'ai pas fait. Je suis retrouvé au Québec. Les Celtics allaient m'accueillir pour jouer en PLSQ. Et l'été, je jouais déjà en PLSQ avec Saint-Hubert quand je revenais pour chaque été Mhm. universitaire. Donc, après, quand j'ai fini, je suis allé plutôt du côté des Celtics, si je ne me trompe pas dans les années. Et c'est là que, d'ailleurs, encore une anecdote, là, de son côté, Mamadi, lui, qui était en Division 2 et que c'était mon meilleur ami, lui, il faisait sa dernière année. Et lui, il marquait but sur but sur but sur but. Ouais. Et il a été dans les joueurs possiblement draftés. Et il a été drafté finalement. Donc là, tu te dis, OK, est-ce que tu n'aurais pas dû juste croire en tes rêves? Parce que Mamadi, quand je lui parlais, c'était en mode, Claude, si toi, tu ne réussis pas, c'est simplement parce que tu doutes trop. Moi, si je me fais couper, mon rêve, ça restera le même. Si je me fais enlever de telle équipe, mon rêve restera le même. Là, Hmm. j'étais comme, ouais, mais maman dit, il faut qu'on mette de l'argent sur la table, là. Il faut qu'on aille travailler. Et lui, il était, ouais, je fais mon plan B d'un côté, mais t'inquiète, moi, c'est ça mon plan A et ça ne dérivera pas. Mais moi, je commençais des fois à mettre mon plan B qui devient A, l'autre B, l'autre A, l'autre Ouais. B. Et le mental, c'est toute ma carrière un peu ça jouait, ça jouait. Et lui, j'ai vu, c'est là que lui, il me fait rêver, il m'a dit, et c'est là que lui, il a fait comme, il s'est fait couper. Il a été drafté, il n'a même pas été pris finalement dans son club. Et il a persévéré. Il est allé en PLSQ, il a persévéré, persévéré. Et finalement, il est allé où est-ce qu'il est allé. Et moi, finalement, je suis allé à Celtics vers les 2 dernières saisons. On a joué, on s'est bien amusé. Évidemment, j'ai mis le coaching et le travail en priorité. Donc, j'étais plus au niveau de forme que j'avais quand j'étais aux États-Unis. Mais au niveau de l'apprentissage, que ce soit l'apprentissage tactique, l'apprentissage mental, je trouve que j'ai passé un cap qui faisait que maintenant, la PSQ, je pourrais toujours la jouer. Je ne serais pas toujours le meilleur parce que je ne me mets pas dans les meilleures conditions physiques pour l'être. Mais au niveau mental, de comment gérer un match, comment gérer le fait que je fasse 2 mauvais matchs et rebondir, des choses comme ça, ce que les États-Unis et le reste de ma carrière m'a appris, et même le côté média m'a appris, là, j'ai fait OK. Je suis devenu quelqu'un Hmm. de beaucoup plus aguerri et en voyant mes amis, évidemment, aussi bosser comme ils ont fait, comme Amadi ou que ce soit les autres. Dans les échecs des autres, j'apprends aussi. Et j'en suis rendu là maintenant à essayer d'être le meilleur coach possible, le OK. meilleur média possible et beaucoup plus le meilleur joueur possible qu'avant. Donc là, je suis dans une des conditions mentales où est-ce que je me dis, peu importe que tu veux être pro ou pas, joue comme si tu voulais le devenir. Hmm. Et là, maintenant, je pense que je suis même si c'est pas pour peut-être accomplir des Coupes du Monde ou quoi que ce soit, j'ai encore ce, ce rêve de gamin qui émane en moi et qui me permet de m'entraîner à fond, à chaque instant, parce que je me dis, genre, j'ai envie d'être le meilleur au prochain match. Et peut-être que ça me donnera le rêve de pouvoir accomplir tel ou tel rêve. Donc, je ne m'arrête pas dans mes rêves, même si je sais que je suis réaliste, mais toutes ces expériences m'ont permis d'être la personne que je suis aujourd'hui et quelqu'un qui va toujours essayer d'être
le meilleur, alors qu'à des moments, je me disais, bon, ben, c'est fini le rêve pro, donc concentre-toi sur ça. Mais te concentrer sur une chose ne signifie pas de te bloquer dans autre chose. C'est ce que j'ai le OK. plus appris durant ma carrière. Et, et donc, tu me dis quand tu es rentré à Celtics, à Saint-Jean-sur-Richelieu, ouais. Saint-Jean-sur-Richelieu, oui. Ouais. Euh, Tu me dis que c'est là que tu as commencé à coacher? J'ai commencé à coacher un peu plus tôt quand je faisais à 16 ans avec mon frère. J'étais assistant. OK. assistant. OK. Puis, mais oui, je peux dire que c'est quand même à 16 ans que j'ai commencé à coacher parce qu'en tant qu'assistant et que c'est ton frère le coach, tu peux rentrer dans la voiture et dire Oui. genre, ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, Ouais, on ouais. commence à parler tactique. Mais moi-même, oui, c'est à Montis même, en fait. C'est les clubs de Saint-Julie, un peu plus tôt. Puis là, je continue à Celtics depuis cette année-là. Donc, j'ai commencé à coacher à Montis, Saint-Julie, tout seul et plutôt, on va dire, à 16 ans avec mon frère. Donc, mon fils ensuite, et ensuite, là, je suis à Celtics avec beaucoup plus de responsabilités au niveau des U11, U13, U16. Donc là, oui, je peux OK. dire que je suis. Et tu me dis que tu as passé un cap mentalement. Ouais. Maintenant, dans ton rôle de coach, parce que comme tu es encore joueur, donc il y a encore de temps en temps, je pense, ces espèces de combats qui se jouent dans la tête, Mm. euh, surmonter des épreuves, rebondir après un échec, pas monter trop, pas descendre trop bas. Donc, tu as ce côté-là quand tu es sur le terrain. Et de l'autre côté, quand tu mets ta casquette de coach, bah là, tu es la personne qui doit essayer de guider les gens qui vivent ça. Et j'imagine que tu coaches des plus jeunes, donc c'est aussi le côté émotionnel est aussi, on va dire, beaucoup plus intense. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu arrives à communiquer aujourd'hui que tu n'aurais pas pu communiquer avant d'avoir vécu toutes ces choses-là? Si on essaie de s'arrêter, Bah, si tu arrives à avoir un exemple concret ou quelque chose qui te vient en tête, un exemple, une anecdote ou quelque chose. c'est sûr que les anecdotes vont peut-être venir au cours de mes explications, au pire qu'on échange. Mais là, ce que moi, je pense, ma plus grosse qualité, c'est déjà, j'ai un ressenti. J'ai un ressenti de joueur. Maintenant, avoir un ressenti de joueur, c'est une chose parce que ne pas savoir la communiquer, ça ne Hmm. change rien que tu aies ce ressenti de joueur. Et j'ai des joueurs, j'ai des coachs qui sont anciens joueurs en Russie. S'ils n'arrivent pas à communiquer ce qu'ils veulent dire, c'est là un problème. C'est là où est-ce que finalement, tu n'auras pas rapidement l'effet escompté. Et je Hmm. pense que ma grosse force, c'est que des fois, je vais voir un joueur U13 ou un joueur U16 et je pourrais lui dire, genre, en ce moment, tu ressens ce qui se passe en ce moment. Et c'est comme, en fait, j'arrive à sentir son feeling en tant que joueur. Je sais que quand tu es dans le trou, et quand tu es dans le trou, je sais à quoi tu penses. Je sais que tu n'es plus en train de te concentrer sur ce qui se passe au terrain. Je sais qu'en ce moment, genre, je te réprimande et tu es en train de te dire, OK, la prochaine, il ne faut pas qu'il me réprimande. Donc, tu vais. Et c'est là où est-ce que, vu que j'arrive à avoir ce ressenti assez immédiat, assez rapide, ben, je suis capable de dire à tel ou tel joueur, genre, ben, j'arrive sans leur dire calme-toi. Ça ne veut pas dire que je leur dis toujours relaxer ou quoi que ce Ouais. soit. Moi, je leur dis souvent, genre, je vais vous crier dessus. Il va falloir que vous soyez fort mentalement. Genre, je vais vous crier dessus, il va falloir que tu sois capable de dire, OK, il va me crier dessus, mais je vais encore reprendre ce joueur-là un contre un. Genre, c'est des choses que moi, ce que je vais leur dire, joue plus simple, mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas dribbler le prochain qui sera devant toi. Et Hmm. je pense que c'est dans ma communication que maintenant, je me dis, OK, ben, les joueurs, je ne veux pas qu'ils aient peur. Je veux qu'ils se disent que si je foire, je suis capable de surmonter le fait qu'on va se créer, on va se faire réprimander. Je suis capable de me dire, genre, OK, il me réprimande pour ça et mon travail, c'est quand même de faire ça. La tactique, c'est celle-ci. Donc, je dois rester dans la tactique. Je dois rester dans le projet de jeu. Et tout est basé sur la communication. Je pèse mes mots. Des fois, c'est sûr que je vais peut-être dans des grosses gueulades, et ainsi de suite. Ouais. Mais même dans mes grosses gueulades, j'essaie de peser mes mots et j'essaie d'aller voir chaque joueur. OK, toi, viens ici. Toi, viens ici. Même ceux qui sentent le mieux, ceux qui sont vraiment, en ce moment, les leaders de l'équipe, les leaders techniques, qui pensent qu'ils sont vraiment, vraiment très, très bien. J'essaie toujours de les ramener à la réalité que, genre, sans leur dire comme ça, mais attention, il y aura un mauvais match. Il y Hmm. aura un match où est-ce que ce sera dans le trou. Il y aura un match où est-ce que tu vas rentrer que 10 minutes. Mais même dans ces 10 minutes-là, j'essaie de donner une confiance ou une confiance, ou du moins des consignes qui vont faire en sorte qu'il va rentrer, il va essayer de faire son travail. Donc, c'est la communication pour moi le plus important. Parce que j'ai une anecdote, pas encore, là, où est-ce que j'ai été très fort dans la communication. Mais pour moi, c'est le main thing. OK. Est-ce que des jeunes que tu côtoies là, si on prend on retourne avec la casquette médiatique, Mm-hmm. est-ce que tu vois une influence? Parce qu'on parlait quand même de cette mission-là de promouvoir le foot semi-pro amateur au Québec.
de mettre de l'avant ce monde-là, de dire que c'est une possibilité, qu'il y a de la qualité dans ce monde-là, et surtout que, que ça fait partie de notre vie footballistique, que ce foot-là nous appartient, que c'est notre foot, que ça doit quelque part être notre fierté. Est-ce que tu sens une influence sur ces jeunes-là? Est-ce que tu sens, par exemple, un regard différent que les jeunes ont par rapport à ce monde-là, de par l'impact médiatique que tu as eu, versus ce que toi, tu pensais de la PLSQ ou du 3 senior quand tu avais leur OK. âge, tu vois? Dit comme ça, oui, je vois. J'allais dire que chez les garçons, j'en voyais pas encore. J'en OK. vois pas vraiment le fait que mon média Québec Foot soit lancé ou quoi que ce soit. Je vois pas chez les jeunes euh, une influence quelconque. Du moins, je la vois pas, je la ressens pas. Mhm. Mais par contre, chez les joueurs PSQ, tout ça, je sens qu'ils trouvent que leur ligue est beaucoup plus cool et tout ça. Mais chez les OK. jeunes, je vois pas ça. Par contre, je vois qu'ils considèrent la PSQ comme quelque chose de gros. Et ils sont Hmm. comme, oh, yo, j'aimerais ça au moins jouer PLSQ, je voudrais ce micro. Et des fois, ils voient ça comme une finalité. Je fais, mais mon grand, toi, vois ce que t'es, là. Parle pas de ça, là. Toi, c'est pour que c'est pas si tu finis là, c'est qu'on a raté quelque chose dans ton Ah développement, mon ouais. petit. Et pour d'autres, par contre, chez les filles, oui, ça, je vois une influence. J'ai l'impression que ils voient, des fois, quand j'en parle avec certaines, que ce soit des plus vieilles, 13 et plus, ils sont comme, ah, la PLSQ féminine, nanana. Ça, je ressens quelque chose que, Hmm. en mode, ils veulent me poser des questions et ils ont envie d'être autour de moi parce qu'ils comprennent que ça a beaucoup d'impact, cette PLSQ féminine, parce que c'est quelque chose de gros. Alors que ces filles-là qui avaient le même âge il y a 5 ans, ils étaient déjà en train de te dire, bah, je sais qu'il n'y a rien pour les filles au soccer, donc j'espère le jouer, aller au CNHP, puis avoir une belle expérience de foot, puis arriver aux études. Là, Ouais. elles se disent, ah, moi, je voudrais jouer PLSQ pendant que je travaille en même temps que ça. Ah, Hmm. je vois que telle fille maintenant, parce que j'ai interviewé Amandine, j'ai interviewé telle fille, elles sont là-bas. Et oui, là, je sens que Québec Foot a aidé à Oui. ces filles de rêver pour quelque chose de concret. Alors qu'avant, c'était pas concret. Amandine, là, et c'est ça que je trouve fort chez elle, et ou même d'autres filles comme Charlène qui avaient des rêves de grandeur, mais elles rêvaient dans le vide, sans avoir quelque chose de concret. C'est Hmm. Christine Sinclair, c'est comme nous quand on rêve de Ronaldo, on sait qu'on n'arrivera pas à ce niveau-là. Hmm. On est quand même assez. Mais là, Ah ils se ouais. disent, oh, Amandine, oh, Marie Kagay, et Marie-Yasmine. Et ils voient quelque chose, et ils se disent, OK, hey, avec Abifone, j'ai vu ton interview, hey, elle est tellement gentille, elle est tellement si. Bon, des fois, les filles sont dans d'autres sujets, mais c'est au moins, ils voient que, genre, il y a vraiment quelque chose, une finalité. Fait que je ressens beaucoup chez les filles que mon OK. média influence. Chez les Non, garçons, ça, je pense que la PLQ ça se en tient. elle-même. Et si je te pose la question, je te parle Hmm. On va la diviser en deux. On va commencer avec les médias. Les médias autour du soccer québécois. Et là, la question, elle est large. Je te laisse freestyle. Je te prends vraiment, vraiment de court. Les médias autour du soccer québécois. Quel constat t'en fais aujourd'hui? Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu vois ça? Si tu peux, si tu veux pas, on va les biper, c'est pas grave. Quels exemples tu vois de gens qui vont dans la bonne direction? Quels exemples de gens tu vois ça peut-être que ça nous sert pas, cette façon de faire là. Comment tu vois ce monde-là? Parce que là, aujourd'hui, tu es un acteur dans ce monde-là. Donc, comment tu vois la concu? Ben, pour moi, la conquis, ouais, si on peut dire, parce que je trouve que quand même que on va nommer des noms, mais malgré que je considère que j'ai des concurrents, des rivales, on va dire, il y a des gens, il y a des médias que j'adore leur travail parce qu'ils donnent quand même des ailes. Au final, on veut donner des ailes au football amateur, au football semi-professionnel, aux joueurs qui ne sont pas de ce CF Montréal, sur lesquels les RDS, les TVA mettent toute leur emphase. Hmm. Et pour moi, il y a ceux qui me déçoivent un peu dans les médias et ceux que je suis très fier d'eux, genre, même s'ils sont concurrents ou pas. Et c'est ces médias émergents dont je suis le plus fier. Que ce soit, bon, ils ne sont pas tous concurrents, hein, mais je parle, que ce soit le podcast, bon, déjà au cœur du jeu, que ce soit un podcast qui fasse des choses comme j'aimerais les faire, mais ça, c'est bien, ça donne des ailes. Hmm. Que ce soit le podcast Foot Café, ça donne des ailes. Hmm. Ça permet aux gens déjà de ressortir des ressentis que TVA ou RDS, ils ne vont jamais aller chercher ces personnes-là. Et pourtant, nos jeunes ont besoin d'entendre ça, nos éducateurs ont besoin d'entendre Et c'est ça. des gens qui vont Et avoir plus, qui vont avoir une influence sur plus de jeunes joueurs
concrètement que les gens qui sont tout en haut et qui sont à la télé Exact. et qui nous font rêver au final, mais qui ne sont pas là au quotidien. Après, si c'est Wilfried Nancy, pour moi, ça rentre dans la base des personnes interviewées par toi et Audrey Magny, parce que c'est des gens qui sont proches de notre réalité, des Thierry Henry ou des Rémi Garde. Au final, ils ont une réalité qui est complètement en dehors de Hmm. notre culture et tout ça. Donc, c'est bien quand même de les entendre et faut pas cracher là-dessus. J'ai pas Mais je encore eu pense que Wilfried les, Nancy, mais j'espère qu'il va entendre non, ça c'est ça. et qu'il Mais lui, il viendra. fait le mec. Il fait le mec. Il fait le mec. Mais non, lui, c'est la deg. C'est tout dans le style, dans la propreté. Moi, je kiffe Wilfred. Mais tu sais, tout ce qui est, par exemple, le TVA et RDS, si j'étais eux, surtout avec, j'imagine, le budget qu'ils ont, ben, je diffuserais la PLSQ. Je diffuserais tous les matchs réseau universitaires, que ce soit Division 1. Et en plus, ben, je diffuserais ce qui se passe par rapport au CF Montréal. J'essaierais d'avoir quelques matchs CPL ou du moins d'avoir des interviews sur des joueurs québécois en CPL parce qu'ils ont ce budget-là. C'est le soccer qui est le sport le plus joué, le plus aimé, je pense, au Québec, au Canada même. Mhm. Oui, OK, on va dire il y a le hockey. Même ton deuxième meilleur sport, il devrait être C'est à clair. l'affiche. C'est clair. Donc, j'ai l'impression que là-dessus, il n'y a pas assez de quarantenaires, on va dire. Les gens qui sont nés après les années 90 ou avant les années 90 plutôt, j'ai l'impression qu'ils sont encore ancrés dans leur hockey, dans leur baseball ou quoi que ce soit. Et que je pense que les futures générations, 90 et plus, eux, ils vont mettre, à travers RDS, à travers TVA, parce que ce seront ces nouveaux employés-là, un peu plus de lumière par rapport à ça, parce qu'ils ont ce budget-là, ils ont tout ce qu'il faut comme ressources pour faire des émissions incroyables sur des joueurs qui, là, tu vois, tout le monde, tous ceux qui signent en CPL, tous ceux qui signent, même qui arrivent au CF Montréal venant de notre réseau, tu te dis, ben, pourquoi on ne les connaît pas si on n'était Hmm. pas dans le milieu du foot? Il Parce y que avait des notre petites capsules avant, les capsules Génération Soccer, je pense. Je sais pas, capsule Génération est-ce que Soccer, ça ça allait existe chercher quelques encore? petits trucs. Oui, il en fait. Je pense que simplement, là, en ce moment, avec la COVID, il y a tellement d'arrêts dans le sport amateur que c'est dur d'aller faire quelque Oui, chose de c'est clair. concret. Mais tu sais, juste le soccer, ils vont chercher à s'informer sur le soccer Oui. amateur, sur des clubs. Ça donne des ailes. Hmm. Après, genre, ils n'ont pas le même budget qu'RDS. C'est Ils ne vont clair. pas faire ça de la même qualité, mais l'idée l'idée est là. Attends, tu me vois encore? Ouais, c'est bon. Ouais, t'inquiète. Donc, l'idée est là. Donc, ces médias émergents, je trouve qu'ils ont les bonnes idées. C'est dommage qu'ils ne peuvent pas avoir toutes les ressources, que ce soit Québec Foot ou juste le soccer ou Foot Café, mais ils font quand même les choses bien. Hmm. Et des fois avec beaucoup d'élégance. Regarde la qualité du réseau à Audrey, qui est avec Foot Café, c'est très propre ce Oui, qu'elle fait. ouais, De ouais. ton côté aussi, j'imagine que tu n'as pas un budget à 100 000 Non, et la qualité de ce que tu fais pas de budget est du tout. très, très propre. Alors, imagine si on a juste des têtes à RDS ou à TVA qui se disent, OK, une fois par mois, on doit faire une capsule sur le soccer universitaire, une fois par Hmm. mois, un petit topo sur les meilleurs joueurs PLSQ. Ça, chez les filles comme chez les gars, ils gagneraient parce que c'est le sport le plus populaire et c'est eux qui me déçoivent un peu le plus. Ok, Les médias comme RDS et TVA, ouais, je vois. sport, qui ne mettent pas assez d'emphase hors de l'impact, Ouais, hors du CF Montréal. qui ont un peu, peut-être un peu une attitude un peu snob par rapport à ça. Et je dis ça Exact. vraiment pas en connaissance de cause parce que je connais pas les tenants et les aboutissants qui font qu'ils peuvent pas être là. Est-ce que c'est des ententes? Je sais que des fois, le club CF Montréal est un peu Exclusif ou c'est c'est des nous, c'est trucs. nous, c'est nous, c'est nous. Donc, je sais pas s'il y a Mhm. il y a des ententes qui jouent de ce côté-là, mais c'est clair que. Moi, je pense si à chasse et pêche, à RDS, il peut y avoir un petit truc sur le soccer universitaire. Moi, je pense que c'est juste que les Sérieux, personnes sérieux, qui c'est décident, vrai, ne sont pas intéressées par c'est ça. vrai. Et c'est pour ça que j'attends, dans les 10 prochaines années, je pense qu'il y aura un peu plus de gens du monde d'ici qui vont, tu sais, à la Vandrille, on va dire, mais bon, à une autre échelle, qui vont se mettre dans ces RDS, vont se mettre dans ces TVA Hmm. et vont réussir à amener le foot vers Non, c'est clair. un peu plus de lumière vers l'amateur. Ouais. C'est clair. Et puis, je pense que de toute façon, ben, le développement de ton réseau Québec Foot peut jouer là-dessus. Comme tu as dit, juste le On soccer, espère. ça va jouer aussi dans ce sens-là. Plus il y a de gens qui supportent ce genre de plateforme-là, de réseau-là, bah plus les grosses têtes vont peut-être vont avoir tendance à porter Ouais. attention quand il va y avoir des demandes dans ce sens-là. Donc à voir. Et ça joue même avec les investisseurs. Je pense que les investisseurs d'aujourd'hui qui investissent dans le sport ou qui investissent dans autre chose, c'est encore des gens qui sont d'une autre génération que la nôtre. Hmm. J'ai l'impression que quand nos 90,
nos 90, nos 2000, nos générations 2090, ils auront ces millions, ils auront cet argent à investir, ben, le soccer ici va monter d'une coche. Oui. Et j'ai envie de croire qu'à un moment donné, cette PLSQ sera une division soit semi-professionnelle ou professionnelle comme une USL. Parce que justement, les gens vont investir dans les clubs, ils vont investir ça et ils voudront avoir leur propre club comme en France. Le rêve de chaque personne qui est millionnaire, c'est d'avoir un club, même si c'est pour se ruiner. Ouais. Donc, je pense que c'est juste les générations qui vont changer et qui vont amener ça. Et qu'aujourd'hui, c'est ceux qui ont l'argent, ils sont de l'ancienne génération, donc pas très intéressés par le foot, malgré que la population le soit. Pas bête. Et puis même je pense que même le côté... Je pense qu'avec l'arrivée de la CPL, ça peut avoir aussi une influence positive. Le fait d'avoir je pense que c'est Blainville qui a eu le plus de succès en coupe des voyageurs. C'est la Coupe des voyageurs? Oui, sans gagner, je pense. Sans gagner, finalement, mais ils sont gagné allés contre jusqu'en Ottawa. demi, je pense, ou en Ouais, quart. ils ont gagné un match en battant quelqu'un d'Ontario, mais Voilà. pas une CPL. Je pense que la CPL, ça a toujours été leur blocage, mais Mais tu ils sais, sont juste de allés. voir Là, c'est qu'ils sont Outremont sur le qui ira. terrain, qu'il y a du niveau, que ça rivalise. Tu sais, c'est pas Ça quelque chose rivalise. qui... quand là, en ce moment, il y a la FA Cup qui jouait cette semaine. Tu vois des clubs de Ouais, basse division qui vont jouer contre des clubs de première ligue qui font des hold-up. En France, ici, on a la Coupe de exact. France. C'est ancré dans la culture de OK, on est une division en dessous, on est des équipes d'en dessous, mais On vient en guerre. c'est notre réalité qui est différente. Ça veut dire qu'on n'est pas professionnel, on est peut-être amateur, mais une fois qu'on est 11 contre 11 sur le terrain, on n'est pas si nul que ça, même si on est des divisions en Ça peut le dessous. faire. Et le fait de voir, par exemple, à Blainville, OK, perdre contre le CF Montréal. Je pense que c'est l'année passée où ils ont perdu contre Montréal. Et, est-ce que c'était contre l'Impact? Contre le CF Non, Montréal? ils ont perdu, c'est pas Forge, ils ont perdu York et L'année passée, c'était contre qui? Blainville, Ils n'ont ils ont pas joué contre perdu contre Montréal qui? l'année passée? Halifax. C'était Halifax, Halifax. mais s'ils gagnaient, ils allaient jouer contre Ah oui, CF parce que Montréal. Halifax a joué Montréal après. Ouais, exact. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais de voir, par exemple, des équipes de PLSQ tenir tête quand même à des équipes de CPL qui sont Exact. censées être professionnelles, c'est le plus haut niveau, tout ça, ça montre que chez nous, il y a de la qualité. Et même ça, je pense que ça nourrit un peu ce rêve des jeunes de ah, demain je suis en PLSQ, je peux peut-être tomber contre l'Impact, contre le CF Montréal. Exact. J'ai vraiment de la Exact. difficulté avec CF Montréal. T'étais de là-bas, toi. T'étais niveau impact, c'est normal. C'est normal. Quand j'ai été, c'était l'Impact. Mais tu vois, je pense que ça peut jouer. Donc ouais, je Mais le Québec, suis. c'est pour moi la meilleure province. C'est la meilleure province du. Ben après, avec l'Ontario, si tu veux, BC qui arrive à envoyer beaucoup de joueurs dans des réseaux professionnels, mais surtout grâce, je crois, à la barrière linguistique qu'on a. Fait que les anglophones, BC, qui pour moi est la troisième province la plus forte, peuvent passer comme la deuxième parce qu'ils ont cette Oui. facilité à parler anglais. Mais au Québec, si tu regardes, les joueurs CPL québécois sont top. La plupart sont titulaires. Que dès qu'un Québécois est dans une équipe CPL, il est titulaire C'est et il clair. fait du ravage. Et donc, oui, si, déjà, on ne sait pas pourquoi on n'a pas encore une équipe, mais bah oui, on sait pourquoi. Personne n'investit. Mais les Québécois sont au top et j'ai l'impression que cette Coupe de France, là, cette FA Cup, elle intègre tous les clubs amateurs, N2, N3. Je ne sais pas si les DH, oui, je pense même les Ah, DH et RH qui sont dedans, là, c'est juste des divisions. la Coupe de France, elle commence chez nous. Dis-toi, on est en N2, donc quatrième division, et on rentre au quatrième tour. Ça veut Fait qu'il y dire a qu'il y des tours a, avant. oui, je pense qu'elle descend jusqu'à la neuvième division, si je dis pas de Donc, dès que tu bêtises. es senior, tu peux rêver. C'est Ah ça que je oui, veux ouais, dire. ouais, exactement. Et c'est dommage que, après, je pense que c'est une question de budget encore, mais normalement, là, dans un monde footballistique européen, ben, tous les clubs PLSQ jouent ce championnat canadien dans l'espoir, surtout des semi-pros. Et un jour, j'espère même les équipes 3A qui sont seniors, mais ça, c'est un rêve beaucoup trop loin. Mais une équipe PLSQ, elle devrait se dire, genre, ah, on a la coupe, oui, on a le championnat, on a la coupe PLSQ, on a le championnat canadien où est-ce qu'on commence au premier tour ou au deuxième tour, avec l'espoir de peut-être aller gratter un match contre le Toronto FC ou le CF Montréal. C'est clair. Mais on n'en est pas encore rendu là, mais c'est en espérant même avec Québec Foot, c'est un rêve qui, je me dis, grâce à la diffusion, peut-être qu'un jour notre ligue sera tellement convoitée en termes d'engouement que ben, toutes les ligues de ce niveau-là vont être intégrées automatiquement.
Pour moi, le média, c'est ce qui peut pousser le plus à ça. Et l'engouement, c'est ça qui crée les envies chez les investisseurs ou chez les têtes pensantes. Là, c'est clair. Et puis après, ben là, du coup, ça répond à la deuxième partie de ma question qui était plus sur le foot, le constat que tu poses sur le foot québécois. Je pense que ben, tu l'as dit, pour toi, c'est probablement la meilleure province de foot au Canada. Et Ouais, en je termes pense que de tu n'es pas joueurs, loin ouais. d'avoir raison. Est-ce que, euh, hmm, J'en connais pas, moi, des Pierre Lamotte ou des Masters qui viennent d'Ontario. Des ouais, joueurs qui sont genre habiles juste techniquement et tactiquement sans nécessairement avoir besoin de la taille ou du physique. Oui, ils sont en condition physique parce qu'ils s'entraînent, mais c'est surtout leur cerveau et leurs idées et leurs décisions qui font en sorte qu'ils arrivent à être à ce ouais, niveau-là. qui sont des bons joueurs de foot. Exact. Et ça, oui, t'en vois en France. Ben, en France aussi, ils sont beaucoup basés sur le physique, j'ai l'impression, mais bon, à l'échelle, on va dire, de leur niveau, là, avec par rapport à l'Espagne, par exemple, un peu moins. Mais oui, c'est juste au Québec, j'ai l'impression qu'on peut trouver des joueurs de petits gabarits Hmm, et réussir quand même à un niveau. Donc, pour moi, oui, c'est vraiment la meilleure province parce qu'on est capable de former des joueurs intelligents à notre échelle. ouais, À non, notre c'est échelle. clair. C'est clair. Et la formation, je pense que pour le coup, l'arrivée de beaucoup de Français, justement, on dit qu'il y a cette relation-là. Exact. L'arrivée de beaucoup de Français au Québec a joué aussi sur la formation. Mhm. Euh, Est-ce que j'avais une autre question pour toi? Cristiano ou Messi? Ça dépend de quelle question tu poses au niveau de Cristiano Messi. Si ta question, elle est, si tu me dis juste Cristiano Messi, je vais te dire Cristiano. Mais si ta question est peut-être plus détaillée, il y a Moi, moyen que je non, puisse dire non, Messi. la question, elle est posée comme ça et je veux juste savoir pourquoi. Je veux juste savoir pourquoi. Euh, Cristiano, bah, il me fait plus rêver. Et je pense que c'est pour des raisons qui ne sont pas nécessairement que, ben oui, tout est footballistique, ouais, déjà. Et après, ce qui est en dehors, ben, évidemment, Cristiano fait plus rêver que Messi parce que Messi, c'est un gars plus réservé, on va dire. Mais Cristiano, c'est par cette envie de s'adapter et de. J'ai vu le Cristiano Ronaldo de Manchester United quand j'aimais Arsenal, de Thierry Henry. Et je l'ai vu perdre contre Arsenal, j'ai vu gagner contre Arsenal. Et j'ai vu son jeu s'adapter à être un joueur qui était un ailier, qui était un hyper gros dribbleur. C'était un Neymar du temps, on va dire, qui aimait faire épater la galerie et de plus en plus devenir efficace. Et même sans que je m'en rende compte, le Ronaldo du Real Madrid, c'est devenu un joueur qui essaie simplement de gagner son match, oui, de marquer des buts, mais il a mis en dehors, il était capable d'arrêter ce qu'il aimait le plus, qui semblait être dribbler des joueurs ou quoi que ce soit, à maintenant mettre tout l'emphase sur marquer des buts, se Hmm. mettre dans les meilleures positions pour marquer des buts, mettre toute ma vitesse, mon impulsion, mes sauts, son athlétisme pour marquer des buts. Et en fait, c'est juste ce côté mental où est-ce que je me dis, hey, il a sacrifié des choses, même dans ce qu'il aimait. Neymar, il est hyper bon, hein, hyper fort. Pour moi, il était numéro 3 pendant très longtemps. Ben, il y a des choses qu'il n'arrivera pas à arrêter. Là. Il Hmm. n'arrivera pas à arrêter de C'est- vouloir épater la galerie. Et Je ça, pense que j'ai bien fait de te poser la question parce que moi, je suis clairement team Messi, mais même la Team manière Messi. dont tu le dis là, parce que j'entends souvent les oui, mais lui, il s'est focalisé sur marquer, mais j'avais jamais pris ça dans le sens de être capable d'arrêter ce que tu aimes faire, ce qui te fait le plus vibrer pour mettre ça au service de l'excellence de ton objectif qui est gagner, marquer des buts, être le meilleur, tout ce que tu veux. Ça, Exact. c'est vrai que ça, il faut une force mentale. Et comme tu le dis, le contre-exemple parfait, c'est Neymar qui, là, même Mhm. un peu en manque de réussite, le dribble fonctionne moins bien. Est-ce qu'il est capable de se De raisonner et de se s'adapter. dire, regarder en face et de dire, ah, peut-être qu'il faut que je laisse un peu ça de côté pour être meilleur. Le gars, il n'est pas capable. Il est pas, il a, comme tu as dit, Regarde son mentalement, style. il a pas ce qu'il faut pour arriver à cette réalisation-là et faire cet Parce qu'il a fait ajustement-là. beaucoup trop. Il l'a fait très longtemps, donc je comprends aussi. Et par rapport à Messi, Messi, c'est un joueur efficace aussi, très, 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 très efficace. C'est simplement que j'ai l'impression, je sais pas que j'ai déjà vu des joueurs comme lui, c'est pas vrai du tout. Mais j'ai vu des magiciens, j'ai vu des joueurs qui, mais par contre, que dans des certaines situations, ben, son individualité ne permettait pas à son équipe de gagner. Et moi, quand je vois exemple, et là, je parle à leur échelle de grands gagneurs. Donc, évidemment, si on va à l'échelle, il faut gagner tout le C'est monde. clair, c'est Et clair.
OK? On va à l'échelle Ronaldesque, Maradonesque et Pelé. Donc, dans cette échelle-là, j'ai l'impression que des fois, ben, c'est ce mental-là ou cette qualité d'adaptation d'un Cristiano Ronaldo à juste essayer de faire gagner son équipe ou sinon essayer de gagner, marquer ce but-là qui fait gagner l'équipe, ben, Messi, à un certain moment, il a un peu plus besoin de ses coéquipiers que Ronaldo. Et c'est pas un préjudice. Je pense que les coachs peuvent s'adapter pour ça ou quoi que ce soit. Mais j'ai genre Mhm. cette impression que des fois, avec l'Argentine ou que ce soit, et encore là, c'est à leur échelle parce qu'il a en finale tellement de fois de la Copa América, ça signifie qu'il est capable de faire gagner ses équipes et de les amener au bout. Mais dans des matchs où est-ce Finale que de Coupe du son Monde équipe aussi. n'est peut-être et finale de un découvement, en effet. Fin Faut de la couture, en mentionner, faut la effet. mentionner, c'est pas Non, rien. mais si c'est pas Zidane, je pense que Portugal en 2016, ils sont. Mais ça, on n'en parle pas. En Mais tout je cas, pense juste que Ronaldo, il arrive à faire des choses qui m'impressionnent plus, sachant que j'ai l'impression que son équipe peut jouer comme de la merde. Et finalement, si elle défend assez bien, mais lui, de son côté, il peut finir le travail tout seul. Mais ça n'enlève pas au fait que je crois que Messi est un meilleur footballeur que Ronaldo. Mais pour moi, il y a une différence entre être un meilleur joueur et performer mieux. Et il y a des années où est-ce que, et je trouve que le nombre de ballons d'or est correct, c'est 7 à 5, et c'est juste. Messi était plus souvent meilleur performeur, mais dans certaines compétitions importantes, comme la Champions League, ou peut-être l'Euro ou quoi que ce soit, Ronaldo a peut-être mieux performé. Et des fois, c'est ce qui me. Genre, donc, en gros, Messi est un meilleur footballeur. Pour moi, Ronaldo performe souvent mieux. Mais est-ce qu'au niveau des années, il mérite plus de ballons d'or que l'autre? Je pense qu'il y a un ballon d'or qui a été volé à Ronaldo en 2018. Ça, c'est bon. Mais ce serait quand même Messi 7, Ronaldo 6. Donc, au final, Messi gagne et c'est correct. Si on me dit qu'aujourd'hui, Messi est numéro 1, Ronaldo est numéro 2, ça me va. C'est très logique. Mais je préfère Cristiano c'est Ronaldo. c'est fair, ça se tient. J'ai rien à redire. Je m'attendais à entendre des choses farfelues, mais non, franchement, ça se tient. Parce que Ah, souvent, Messi, les fans de c'est. Cristiano, ils aiment bien inventer des trucs et cracher sur Messi pour. Non, mais bon, Ah! Mais j'ai une question pour ça me toi en satisfait. tant que Messi fan. T'es un Messi fan. Et techniquement, si on base juste sur le jeu, tu pourrais quasiment dire aussi que Neymar est meilleur que Ronaldo. Est-ce que pour toi, Neymar est meilleur que Ronaldo? Ou Non. du moins le Neymar du Barça? Ben en fait, c'est chaud parce que, en plus, j'ai cette discussion-là avec un pote il y a pas longtemps. Le Neymar du Barça, je me rappelle le regarder et me dire, juste lui, hein, tu le regardes juste lui et je me dis, c'est impossible d'être plus fort que ça au foot. Sauf Des qu'après, fois, il était après, tu au-dessus de tout regardes le monde. Messi et tu te dis, c'est impossible d'être plus fort que ça au foot. Et tu regardes Ronaldo et tu te dis, c'est impossible d'être plus fort que ça au foot. Donc, compliqué. Mais après, il y a la durée et ça, je pense que ça, C'est c'est quelque important. chose qui est sous-coté, même pour Messi. Aussi, je pense que Cristiano, on en parle souvent, mais des fois un peu moins pour Messi. Juste être bon année après année, avoir cette volonté d'atteindre l'excellence année après année, ne jamais se satisfaire année après année. Je pense que les gens ne réalisent pas à quel point c'est C'est vrai. difficile. Genre, quand tu regardes dans ta propre existence, je suis allé courir 3 fois dans la semaine. Le quatrième jour, ah, c'est bon, je l'ai fait 3 fois dans la semaine. Ces gars-là, ça ne fonctionne pas comme ça. Jamais. Non. Et pas pendant un mois où j'ai dit je vais me remettre en forme. Les gars, ils sont au sommet et ils ne s'arrêtent pas. Et ça franchement, ça c'est un truc, même si Cristiano, c'est moins ma cam, chapeau. Parce que mentalement, les mecs, je ne sais pas s'ils arrivent à avoir cette discipline-là dans d'autres sphères de leur vie, mais c'est une qualité. Si je pouvais avoir ça, Incroyable. peu importe le domaine, si tu as cette qualité-là, tu vas arriver à Exact. faire de grandes Peu choses. importe le domaine. C'est sûr et certain. Et c'est ce qui les rend, pour moi, au-dessus d'un Pelé ou d'un Maradona, qui C'est sont pour clair. moi les troisième et quatrième plus grands joueurs de tous les temps. Bah, le fait d'avoir été aussi longtemps fort, c'est ça qui fait la différence. Et tu sais, des fois, on me dit, ouais, mais Zidane, il est aussi très longtemps fort. OK, maintenant, si on capte ça, des trucs micro sur une saison, ben, là, putain, j'allais encore me tourner vers un autre joueur, mais bref, Zidane et Ronaldinho,
c'était pas match après match. Exactement. C'était pas C'est des match moments. après match. Ils ont eu des Et puis, pics on et me dit, beaucoup de ouais, vallées. et voilà. Et comme un joueur normal, Zidane pouvait faire 3 matchs où est-ce qu'il n'était pas invisible, mais où est-ce qu'il faisait aller, c'était un match normal. C'était un match normal. Et eux, Et pendant des années, c'était, oh mon Dieu, c'était tous les chaque week-ends. semaine. Et tu sais, il y avait on parle d'un débat qui n'est pas un gros débat footballistique, mais avec qui j'en ai eu un. Iniesta ou Zidane? Et Et moi, personnellement, choque Zidane, les il me Français, fait. choque-les, Oh, choque-les, je vais choque-les. vous le dire, pour moi, Zidane, c'est le top et je le mettrai toujours dans le panthéon du football mondial au-dessus de Iniesta. Excuse-moi, choque les Mais, Français et les Algériens, choque-les tous, choque-les tous. c'est surtout les Algériens qui vont être hébergés. Mais, si on parle d'une carrière en club, pour moi, Iniesta, non seulement il a fait une meilleure carrière en club que Zidane, ça, je pense que les gens ils peuvent attester au niveau des Ligues des Champions ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y en a qui ils arriveraient à dire que non, Mais bien il y sûr en a que qui s'en non. foutent. Au-dessus de Zidane, c'est le soleil. Donc Ouais, non. c'est ça, c'est ça le problème. C'est ça leur problème. Mais pour moi, Iniesta, match sur match sur match sur match, il est beaucoup plus constant que Zidane. Ça, c'est personnellement. Après, dans les grands matchs, c'est autre chose. Mais il n'y a pas des grands matchs chaque week-end. Quand on joue Getafe et que Zidane est invisible, ça se peut aussi. Iniesta, c'était vraiment au mode Messi. C'était match après match après match après match. Et pour moi, c'était peut-être que c'est dur à dire, mais je sens que c'était un meilleur joueur de football que Zidane. Et ça, c'est personnellement que je dis. Mais finalement, la carrière en tant que telle, la grande carrière, et au final, il y a la Coupe du Monde et des trucs comme ça. Zidane, je le mets plus haut que Iniesta. Mais qui est meilleur entre les deux? Ça fait mal à dire. Moi, clairement, mon podcast, je ne suis même pas encore à 10 épisodes, donc je ne vais clairement pas donner mon avis sur la question. J'aimerais bien connaître un certain succès avant de. Ouais, tu peux pas dire. Donc, je te donnerai ma réponse quand on termine d'enregistrer, mais ok, t'inquiète, ça, je vais enregistrer, je vais clipper cette partie-là. Comme le fait que Neymar, c'est la version améliorée de Ronaldinho, mais ça, je ne veux pas en parler, mais il marque beaucoup plus de buts, il a fait des choses en 4 ans qui étaient aussi forts que Ronaldinho, mais il avait Messi à côté. Mais ça, je ne préfère pas en parler, parce que c'est quelque chose qui touche le cœur directement. Et on va rediscuter et je pense qu'on va se faire une petite édition, les duels de grands joueurs, parce que je pense qu'il y a beaucoup de discussions à avoir. Alors, ça, c'est une autre conversation que j'ai eue avec un ami il n'y a pas longtemps aussi, comme quoi Neymar est plus fort que Ronaldinho, mais on ne veut pas choquer les gens, donc ça sera à refaire. Ça sera à refaire. Faut que l'émission dure. Ouais, ouais.